tout le monde, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je suis Farida Mustafa et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Vous le comprendrez, aujourd'hui c'est une édition spéciale car je reçois non pas un talent mais un dénicheur de talent. Il aide les jeunes à trouver des idées de business, à les mettre en application, il les encadre et les accompagne. Lui, c'est Malik Ayeva que je vous invite à découvrir. Mais avant d'y aller, je vous invite à vous abonner en cliquant là juste sur le bas de votre écran. Activez toutes les cloches de notification pour être informé chaque lundi quand nous postons une nouvelle vidéo. Et je vous assure, des vidéos comme celle-ci, il y en aura plein. Donc franchement, abonnez-vous. À la découverte d'un talent, acte 5, ça commence maintenant. Ah, j'oubliais, c'est une édition spéciale. Monsieur Malik Ayeva, bonjour et bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. Plusieurs personnes vous ont connu tout simplement parce que vous êtes le promoteur et aussi membre du jury de l'émission musicale 228 T-Factor. Mais je suis sûre que vous faites autre chose. Donc, qui êtes-vous concrètement? Très bien. Le T-Factor est un programme de promotion de jeunes talents du Togo. Et disons que c'est l'un de mes créneaux passion qui me rend très visible, qui me médiatise, si je peux m'exprimer ainsi. Mais à la base, je suis de formation commerciale. J'ai fait des études de marketing et j'ai une longue carrière de responsable promotion et communication auprès de l'opérateur de téléphonie mobile leader au Togo, Togo Cellulaire. Et aujourd'hui, je suis à mon propre compte et je pilote ce qu'on appelle le centre JED, JED qui veut dire Jeunesse, Insertion, Espoir et Développement, qui est un centre incubateur qui accompagne les primo-entrepreneurs ou les start-up. J'ai également une agence de communication dénommée Viva Malix, qui est une structure de conseil et de services professionnels en marketing et communication. Voilà un peu ce que je fais maintenant. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler de business, nous allons vraiment essayer d'explorer les contours de ce mot-là. Donc déjà, de prime abord, qu'est-ce qu'un business? Business est un terme anglais qui, en français, signifie tout simplement affaire. Mais tout cela nous ramène à la terminologie essentielle qui est celle de l'entrepreneuriat. Oui. Et donc de cet ensemble d'activités qui consiste à développer des solutions là où il y a des problèmes. Voilà comment de façon simplette je peux définir ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Okay. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté commercial, très business, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également l'entrepreneuriat social qui met un peu plus en lumière le côté social ou sociétal. Ouais. Et il est important de donner une définition assez élargie qui évite de se concentrer juste sur l'aspect marchand de l'entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous demander, est-ce que toute opportunité peut être considérée comme du business? Disons que le terme business, il est assez pointu. Toute opportunité peut être un sujet d'intérêt. Disons-le comme ça. Pas forcément business, puisqu'il y a le côté social, oui. Mais un sujet d'intérêt public ou privé qui peut faire en sorte que l'intelligence commune puisse chercher à trouver des solutions. Voilà. Maintenant, est-ce que le positionnement il est business ou non business? Tout dépendra du problème à régler et des objectifs que les entrepreneurs ont par rapport au problème. Mais toute opportunité peut être intéressante. Maintenant, l'aspect business viendra de tout ce qu'il y aura comme diagnostic marché, parce que vous avez des opportunités qui peuvent ne pas être aussi très intéressantes ou très pertinentes en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc attention, il y a un diagnostic à faire afin de définir si cette opportunité elle est très intéressante côté business ou pas. Mais
si vous la considérez comme une opportunité, c'est que il y a sujet d'intérêt et il y a matière à réflexion. Voilà, matière à réflexion. D'accord. C'est vrai, aujourd'hui, plusieurs jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, veulent mettre en place un business, mais la difficulté est toujours de trouver d'abord la bonne idée pour pouvoir se lancer. Mais non, ma question est de savoir comment arriver à trouver cette idée justement et comment la mettre en application. Très bien. Vous avez plusieurs techniques ou plusieurs méthodes qui vous permettent de trouver des idées d'affaires, de business. Je peux même vous dire que c'est très simple parce que ces méthodes ne sont pas loin de nous. Le problème, c'est que parfois, on ne se concentre pas là-dessus ou bien on n'est pas focus sur ces méthodes. Et peut-être qu'on n'y va pas aussi, excusez-moi la tautologie, on n'y va pas aussi avec méthode. Vous voyez? Donc, il est important de connaître ces méthodes et de s'y appliquer avec beaucoup de sérieux et puis une approche un peu plus rationnelle parce que vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser toutes les méthodes pour trouver vos idées d'affaires. Arrivé à un certain niveau, tout dépendra de vos choix personnels, de vos motivations, de vos envies, de vos passions. Alors, pour en venir à ces méthodes, la première technique qui permet de trouver une idée d'affaires, c'est le talent. Ce que vous avez en vous. Voilà, le talent. Si vous avez un talent. Vous savez, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Vous pouvez avoir master en technologie ou en informatique, mais demain vous lancez dans la pâtisserie. Effectivement. Demain décidez de vous lancer dans la coiffure, l'esthétique. Parce que peut-être que depuis l'enfance, vous étiez porté vers cette activité-là, vers ce métier d'art. Donc, tout dépend d'abord de vos dons et de vos talents. On appelle ça les dons ou bien les talents. Ce sont des prédispositions que vous avez en vous depuis l'enfance généralement, que vous détectez en vous et qui vous permettent de vous épanouir. Donc, la première technique pour lancer un business, c'est de regarder en soi, de faire un exercice d'introspection et de chercher en soi quels sont les talents qu'on a. Est-ce qu'on sait cuisiner, on sait coiffer, on a des dons oratoires. Le Seigneur est grand. Et il ne nous laisse pas venir sur terre les mains vides. On vient toujours avec quelque chose. Et il faut pouvoir détecter cette chose-là. Je vous donne un exemple sur le Togo. Monsieur Patrick Amenda, par exemple, il a fait des études d'architecture à Léamo, il est sorti diplômé, il a un cabinet, mais je peux vous dire que près de 60% de ses activités sont plutôt orientées art oratoire, présentation d'événementiel. Voilà, parce que depuis l'enfance, la culture de la rhétorique, l'art oratoire, la lecture sont des choses que depuis l'enfance que les parents l'ont aidé à s'approprier. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, son cabinet tourne à fond, mais son cabinet tourne à fond sur 60-70% d'activités liées essentiellement à l'art oratoire, à ce don qu'il a et qui n'a rien à voir avec les métiers d'architecture qui sont plus de mathématiques et dessins techniques. Vous voyez? Donc, c'est aussi une approche. Il y a une deuxième approche qui consiste à démarrer son business en prenant en compte ce que l'on aime. C'est ce qu'on appelle ses passions, la passion, ce que vous aimez. Vous devez également faire cet exercice d'introspection et vous demander qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que quand je fais, je suis heureux, qu'est-ce que quand je fais, je ne suis plus déprimé, je ne suis plus triste, j'oublie mes soucis, qu'est-ce que j'aime faire? Voilà. Ça n'a rien à voir avec le talent, par contre. Vous voyez, c'est légèrement décalé. Qu'est-ce que j'aime? Vous voyez? J'aime les activités culturelles, j'aime écrire,
j'aime raconter des histoires, j'aime les hommes, j'aime rassembler. Partout, les gens se retrouvent et sont heureux. Je me retrouve. Cet exercice vous permet de détecter des créneaux que vous transformez ensuite en DAS, en activité stratégique, et puis vous vous lancez. Vous voyez ? Tout cela, nous l'avons déjà. Ça n'a rien à voir avec des recherches de financement, oui, ceci, cela, avec des schémas déjà calés, rien à voir avec. Votre solution est en vous. Vous devez d'abord partir de vous. Vous voyez ? Voilà une deuxième technique qui permet de trouver des idées d'affaires. Il y a une troisième approche qui consiste maintenant, et c'est l'une des approches que les gens utilisent souvent, c'est une approche qui consiste à se lancer dans le créneau dans lequel on a été formé. Vous voyez, souvent, la formation professionnelle, vous avez appris le métier de l'électricité, eh bien, vous montez une entreprise qui est dans le créneau de l'électricité. Vous avez fait des études de marketing, vous décidez de monter une agence de com ou de marketing service. Vous avez fait des études d'informatique, vous décidez de monter une structure de prestation de services en informatique. Là, c'est lié à vos compétences, à votre expertise, à la formation que vous avez eu à faire. Vous voyez ? Alors, le drame, c'est que parfois, pour des problèmes d'orientation professionnelle, les gens se lancent dans des formations qui ne sont pas forcément les leurs, mais par la force des choses, arrivent à acquérir des compétences dans le domaine. Mais en réalité, ce n'est pas leur chose, ce n'est pas leur dada. Vous voyez ? Mais si vous pensez que dans ce domaine, vous pouvez vous imposer parce que techniquement, vous pensez être bon. Voilà, rien ne vous empêche, vous avez les compétences nécessaires, rien ne vous empêche de monter votre entreprise dans le créneau. Après, bien entendu, une certaine expérience professionnelle acquise, parce que l'expérience compte plus que le diplôme. Vous voyez ? Donc voilà un troisième créneau également. Vous avez une bonne dizaine de méthodes. Vous avez une bonne dizaine de techniques qui vous permettent de trouver des idées d'affaires, vous lancer. Et ces méthodes, quand vous les maîtrisez, je vous assure, vous pouvez créer 3-4 entreprises. Vous pouvez créer 3-4 entreprises et vous lancer dans ces domaines. Certains trouveront même que vous vous dispersez, mais en fait, c'est parce que vous avez compris certaines choses. Vous voyez, vous avez compris certaines choses. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont, par exemple, dans le domaine des prestations intellectuelles, qui ont à côté un business de commerce, mais qui ont encore un autre business qui est dans l'agro-industrie, par exemple, ou bien dans l'agriculture. Les gens ont plusieurs activités parce qu'ils ont compris qu'ils ont un potentiel assez large et qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Vous voyez ? Donc, voilà 3 méthodes qui permettent déjà de trouver des idées. Vous avez ce qu'on appelle en marketing le benchmarking. Études comparatives. Ouais. Vous pouvez décider de monter un business parce que vous rendez compte dans votre quartier qu'il y a tel business qui marche. Alors vous allez faire une étude, vous faites une enquête pour voir comment le business de l'autre marche. Et puis ensuite, vous venez vous positionner sur le même créneau en y apportant des innovations. Ouais, une touche particulière, quelque chose, une amélioration au niveau peut-être de l'accueil, du service, du produit central, etc. Cette technique existe également. Vous apprenez qu'il y a un créneau qui marche et vous décidez. Aujourd'hui, à Lomé, on vous dit, il y a quelque chose, on dit c'est le make-up, et on parle de make-up, c'est ce qui marche. Beaucoup de jeunes dames se lancent dans ce créneau aujourd'hui sans avoir fait au préalable une formation d'esthétique, maquillage et tout. Mais elles se lancent dedans en se disant que bon, il paraît que ça marche, c'est à la mode. Bon, ben je vais me lancer là-dedans. Mais au préalable, vous faites ce qu'on appelle le benchmarking. Vous étudiez le créneau et puis peut-être que vous mettez un directeur technique ou une directrice technique qui a l'expertise. Et puis vous collaborez, vous lancez le business ensemble. Donc vous avez plusieurs techniques qui vous permettent de trouver des idées d'affaires. D'accord. Voilà. Donc là, vous nous avez présenté 4 techniques. 4. Voilà. Il y en a une bonne dizaine. Ça fait 4. Vous voyez, il y a d'autres techniques. Il y a des techniques qui sont liées à l'innovation. Vous avez une idée de génie, vous inventez une machine, ou vous arrivez à mettre en place une application informatique innovante. Vous voyez, donc là, nous sommes dans le créneau de l'innovation technologique.
eh bien, vous décidez d'en faire votre produit central et de vous lancer votre projet à partir de cette application que vous avez détectée. Vous avez vu le patron de Foufou Mix, un produit made in Togo, même le patron, il a eu l'idée de monter une machine qui pourra faire du foufou sans se fatiguer. Eh bien, innovation technologique, il a eu la licence de cette invention et il a lancé son projet à partir, son entreprise à partir de cette invention. Vous voyez? Donc, l'innovation technologique, une idée géniale peut être aussi à la base d'une création d'entreprise. Il y a une autre technique qui consiste à observer l'environnement et le marché. Vous faites des études de marché, vous vous rendez compte que il y a tel créneau qui marche actuellement et vous décidez de vous mettre là-dedans. C'est aussi simple, il suffit de savoir ou bien de maîtriser les techniques de veille marché, les techniques d'études de marché, d'observation de marché, et puis vous choisissez un créneau dans lequel vous pensez pouvoir vous en sortir sans forcément avoir les compétences, parce que vous pouvez vous faire entourer de compétences. Et puis, vous vous jetez dans le créneau également parce que vous constatez que ce créneau-là, actuellement, marche. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on vous dira au Togo, on vous dira, oui, l'agriculture marche, c'est un bon créneau, tout le monde veut se jeter dans l'agriculture parce qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel là-bas, il y a beaucoup d'affaires à faire là-bas, et que sur les chaînes, les différentes chaînes de valeur du business de l'agriculture, eh bien, il y a de l'argent à gagner. Vous voyez, donc, vous faites des études de marché, vous confirmez ces différents éléments et puis vous décidez de vous lancer là-dedans. Oui, mais est-ce que parce que dans un secteur, on a constaté que ça marche, est-ce qu'il faut directement se lancer comme ça? N'est-il pas toujours bon d'avoir une formation préalable? Si je prends l'exemple de l'agriculture, parce qu'on dit l'agriculture, ça marche. Mais non, moi, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, je n'ai aucune formation, je décide de me lancer. Est-ce que je ne vais pas aller me casser la figure parce que justement, je n'ai aucune formation? Bonne question pertinente. Je vais vous dire, c'est ce qui nous manque un peu ici au pays. Je peux vous dire que les anglophones ne fonctionnent pas comme ça. Vous allez dans les pays anglophones voisins, vous avez un fonctionnaire, un cadre qui a une entreprise de menuiserie. Il est sur les appels d'offres, il a un entrepôt, il a un atelier, il offre des services de menuiserie, de charpenterie, d'ébénisterie, etc. Pourtant, il n'a aucune formation en menuiserie. Vous n'êtes pas obligé de faire cette formation-là à la base. Vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez apprendre. Aujourd'hui, vous avez les tutoriaux sur Internet, vous avez Google. Internet vous permet de comprendre tout. Même si vous n'êtes pas un spécialiste de cuisine, vous pouvez créer un restaurant. Bien sûr. Sans être un champion de la cuisine, sans avoir fait une formation en hôtellerie ou en restauration, vous pouvez créer un maquis ou créer un petit restaurant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, vous aurez à vous cultiver au travers des tutoriaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous aurez à lire, beaucoup lire, vous cultiver dans le domaine. Et puis ensuite, vous allez devoir vous entourer de gens qui ont les compétences dans le domaine. C'est très important parce que seul, vous ne pouvez pas monter ce business. Vous êtes obligé de faire appel à des compétences qui vont vous aider à évoluer. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Vous n'êtes pas obligé d'être du secteur avant d'être du secteur. C'est pour ça que je ne suis pas trop promoteur de cette philosophie, diplôme, créneau d'entreprise. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez décider de vous lancer dans un créneau qui n'a rien à voir avec votre formation de base, mais vous y allez parce que, vous constatez, rationnellement, scientifiquement, vous constatez qu'il y a un créneau porteur là-bas. 2, vous aimez, vous êtes attiré vers ce créneau. 3, vous vous dites qu'il y a de l'argent à gagner là-bas et vous vous organisez, vous vous dites que vous pouvez y aller. Voilà. Et je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas un technicien audiovisuel, moi. J'ai jamais appris le métier de multimédia. En informatique, en nouvelles technologies, je peux vous dire que je ne suis pas un champion, pas du tout. Ma petite fille, elle maîtrise plus le smartphone que moi. Mais je vais vous dire, moi, je vous tourne un clip vidéo parce que j'ai appris à le faire sur le tas. J'ai vu les gens le faire, j'ai appris à le faire, j'ai assisté à des réalisations de spots publicitaires, de clips vidéo, etc. Aujourd'hui, je peux diriger la réalisation d'un clip vidéo, d'un spot publicitaire télé, avec une équipe professionnelle dédiée. Parce que j'ai eu le temps d'apprendre sur le terrain, vous voyez. Mais à la base, je ne suis pas réalisateur audiovisuel, pas du tout. Vous voyez.
Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre dans la vie sans être dans le créneau. C'est pour ça, aujourd'hui, vous retrouvez des gens qui ont bac A, qui ont fait sociologie ou littérature à l'université, qui se retrouvent aujourd'hui patrons de start-up qui sont dans le développement d'applications informatiques. Voilà, parce que ils ont été portés vers, ils ont voulu s'orienter vers ces créneaux-là. Ils ont pris le temps maintenant de se recycler, de se cultiver et de s'entourer des compétences spécifiques, et puis ils se sont lancés dans le créneau. Rien à voir avec le diplôme de base. D'accord. Voilà. Si je me réfère à vos propos que vous aviez, enfin, si je me réfère à vos mots de tout à l'heure, je constate que vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre tous ses œufs dans un même panier. C'est une erreur, une grave erreur. D'ailleurs, cette pandémie du corona le démontre à tout le monde. C'est une grave erreur. Un entrepreneur ne met jamais tous ses œufs dans un même panier. Il faut diversifier. D'ailleurs, dans l'environnement dans lequel nous sommes, beaucoup d'hommes d'affaires ici vont vous le dire, hein, si vous ne diversifiez pas, vous ne vous en sortez pas. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et puis, il faut beaucoup travailler. Voilà, il faut beaucoup travailler. Vous ne pouvez pas rester dans un seul créneau, ce n'est pas possible. Vous avez même des activités qui sont saisonnières. Elles marchent dans l'année, elles marchent 3 mois ou 4 mois. Après, c'est le flop. Vous devez vous repositionner dans un autre créneau qui marche plus dans les autres saisonnalités de l'année. Et ça, cela nécessite un peu de diversification dans ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est dans l'hôtellerie ou dans la restauration aujourd'hui, avec cette histoire de corona, doit penser à diversifier ou à revoir même ses stratégies de vente, à digitaliser son système, à créer un service de livraison à domicile, à mettre en place des services parallèles qui lui évitent d'avoir des problèmes de trésorerie ou qui lui évitent de couler. Mais ça, vous êtes obligé de diversifier. Vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans un panier. Voilà. Les patrons d'hôtels aujourd'hui à Lomé, même dans le monde entier, vont vous dire qu'ils ont envie de se suicider. Hein. C'est pas évident du tout de se retrouver aujourd'hui grand investisseur du secteur hôtelier dans une crise sanitaire comme celle-là. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que vous devez anticiper sur tout cela. Il faut diversifier, il faut diversifier. D'accord. Bon, maintenant, nous avons appris comment trouver une idée de business. Maintenant, on a l'idée et quels sont les quelques pièges à éviter quand on décide de monter son idée, de monter son business, j'allais dire. Le premier piège à éviter, c'est de vouloir commencer grand. Voilà. Avoir la vision du grand, c'est bon. C'est d'ailleurs l'idéal. Il faut rêver grand. Il faut penser grand. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de démarrer grand. Non, small is beautiful. Il faut intégrer ça. Ouais. Beaucoup de gens cherchent à ce que tout soit joli, tout soit beau, tout soit prêt avant qu'ils ne démarrent. Un entrepreneur ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes un vrai entrepreneur, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Vous n'êtes pas obligé de commencer grand. Vous pouvez commencer petit. Moi, je connais des gens qui ont commencé leur business avec 30 000 francs CFA. Certains avec 5 000 francs CFA. Certains avec 10 000 francs CFA. Je connais des gens qui ont démarré leur business en partant de rien. Pratiquement 0 francs. Juste leur intelligence, leurs 10 doigts et leurs pieds. Ils ont lancé leur business. En faisant quoi? Ce qu'on appelle la gig économie. Gig service. L'économie des prestations de services, tout simplement. Tout simplement, ils sont partis de leur smartphone. Ils ont monté une annonce publicitaire qu'ils ont balancée à tel tonton, à tel tata et tout. Ils se sont rapprochés des gens. Ils ont proposé leurs services aux gens. Et puis, moyennant argent, tout doucement, ils ont lancé leur business avec, bien entendu, un système d'épargne rigoureusement tenu derrière. Ils ont démarré leur business et aujourd'hui, ce sont des géants de grands hommes d'affaires. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer grand. Vous pouvez commencer petit. Donc ça, c'est la première erreur. Les gens veulent que tout soit prêt. Deuxième problème, c'est le fait de confondre passif et actif. Voilà, c'est aussi une erreur. Et ça, c'est des erreurs de gestion. Vous ne devez pas confondre ce qu'on appelle les passifs
et les actifs. Votre argent, vous devez toujours l'investir. Vous devez l'investir dans des produits ou dans des biens qui prennent de la valeur. Il y a une troisième erreur que les gens font, c'est qu'en démarrant tout de suite, ils veulent mener une vie de grands patrons DG riches ou prospères. C'est une erreur. C'est une erreur. Regardez les Chinois qui sont chez nous ici. Regardez les Haoussa qui sont avec nous. Ils sont toujours dans leur boubou, modestes, simples. Vous les voyez au marché, ils sont modestes. Vous les voyez circuler dans les bureaux, modestement habillés. Ils font attention à ce qu'ils dépensent, vie communautaire. Ils ont une façon de gérer leur budget familial, etc. Ils vivent modestement. Mais je vous dis, c'est des gens qui roulent sur des dizaines de millions. Mais nous, tout de suite, ça commence à démarrer, on veut jouer au grand DG, tout de suite, petit financement, on s'achète la grosse caisse au port, on joue au grand patron, au lieu de porter des souliers de 30 000 francs, monsieur s'achète des souliers de 200 000, etc. etc. C'est pas nous notre vision de l'entrepreneur qui réussit. Vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons. Il y a un certain nombre d'erreurs aussi que nous faisons au niveau même de la gestion de nos ressources humaines. Attention au recrutement. Recrutez les gens sur la base de leurs compétences. Ne recrutez pas les gens sur la base des diplômes. Voilà, c'est des erreurs. Beaucoup de chefs d'entreprise vont vous le dire, ils font très souvent ces erreurs. Ils recrutent les jeunes sur la base des diplômes. Ah non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, vous allez vous planter tout de suite. Recrutez les gens sur la base des compétences que les spécifiques, que les gens... Voilà. C'est pour ça que généralement, vous recrutez un jeune, vous lui faites passer des tests, vous le prenez d'abord en stage pendant quelques semaines pour voir de quoi il est capable afin de valider son engagement, que ce soit en CDI ou CDD. Voilà. Donc attention aussi à la stratégie de recrutement. Attention, un jeune vient vous voir, il vous dit qu'il a BTS commerce international ou action commerciale, force de vente, qui cherche un boulot de commercial. Mettez-le sur le terrain. Testez-le d'abord. Testez-le, qu'il vende, envoyez-le sur le terrain, qu'il vende, qu'il fasse ses preuves d'abord avant de lui signer un quelconque papier. Sinon, vous vous plantez. Vous voyez? Donc, toutes ces erreurs-là, les entrepreneurs les font généralement. Et ce sont des erreurs à éviter. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. C'est un style de vie, c'est un choix. C'est comme on dirait du rastafarisme, quoi. C'est un choix philosophique, c'est un style de vie. Et c'est pour ça que vous voyez des gens prospères en entrepreneuriat, mais vous les rencontrez 5 ans après, vous ne les reconnaissez pas. Ils coulent. Ils coulent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas intégrées dès le départ dans leur stratégie d'approche. Voilà. Il faut rester le plus longtemps possible. Ce n'est pas une question d'être fortuné. En entrepreneuriat, il faut exister le plus longtemps possible. Voilà. C'est ça le grand défi. Avec cette crise du corona, vous allez voir beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Vous allez voir à Lomé, alloué sur les offices, les boutiques, partout c'est alloué, parce que les gens ont laissé tomber leurs magasins, leurs entrepôts, leurs bureaux, parce que c'est compliqué, vous voyez. Et les promoteurs immobiliers se retrouvent aujourd'hui en difficulté avec cette crise, parce que personne n'est prêt à payer un loyer. Et il faut être entrepreneur, il faut anticiper, il faut savoir s'adapter aux réalités du terrain, il faut savoir diversifier, il faut être un combattant. Un entrepreneur, c'est un challenger, c'est un combattant. Il n'y a rien à dire là-dessus. D'accord. À l'entame de vos propos, vous disiez que vous accompagnez les jeunes depuis la recherche de l'idée, l'accompagnement, le suivi, etc. Le suivi, accompagnement technique, essentiellement. Nous faisons de l'accompagnement technique. Nous ne finançons pas de projet. Nous appuyons les jeunes entrepreneurs dans leur process, dans leur démarche pour trouver une idée, pour s'organiser, pour rechercher des financements. Voilà ce que nous faisons ici. Nous avons des bureaux, nous avons des salles de réunion, nous avons des mentors, des experts qui viennent régulièrement et qui nous aident à accompagner ces jeunes-là. Nous travaillons avec un certain nombre de mécanismes d'appui des jeunes en entrepreneuriat,
en partenariat, qui nous mettent sur des missions, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays, où nous allons former les jeunes, nous allons les encadrer. On nous envoie également des jeunes ici que nous encadrons sur des périodes, des durées bien déterminées, avec des livrables en fin de mission. Donc nous faisons déjà tout cela et c'est notre quotidien ici. Notre envie, c'est de transmettre. Notre envie, c'est de partager avec la jeunesse entrepreneuriale togolaise toutes ces expériences, ces petites expériences que nous avons eues sur le terrain dans le domaine de l'entrepreneuriat au Togo. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est une passion. Nous savons monter, démonter des projets comme nous le voulons. Ça nous amuse même parfois. Et c'est très passionnant. Bien que difficile, c'est très passionnant. Voilà. C'est possible d'avoir une petite idée du nombre de jeunes que vous avez déjà accompagnés dans votre centre? Nous sommes à une bonne trentaine de jeunes. Vous avez des jeunes qui travaillent en outdoor, ils ont leurs entreprises dehors, ils nous consultent, nous les accompagnons techniquement. Et puis il y a des jeunes qui viennent ici, qui logent ici, qui sont installés ici, qui viennent tous les matins, qui travaillent avec nous jusqu'à la fin de la journée. Et eux également, ils sont là, nous travaillons avec eux. Nous sommes consultés également ponctuellement par des jeunes qui ont déjà leur projet déjà lancé, qui ont eu déjà des financements d'autres organisations, mais qui ont des difficultés sur le terrain. Ils rencontrent des difficultés, ils nous consultent également occasionnellement pour qu'on puisse les aider à régler un certain nombre de problèmes qui sont d'ordre technique. Voilà. Vous avez des jeunes qui mettent en place par exemple des produits mais qui n'arrivent pas à les vendre. Ils ne savent pas comment vendre. Il y a des jeunes qui ne savent pas comment aller sur les marchés publics, comment soumissionner à des appels d'offres. Vous avez des jeunes qui n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de relations, ils ne connaissent personne, ils ne savent pas comment infiltrer les gens. Vous avez plein de difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés et derrière nous essayons de les conseiller, de les encadrer, de les accompagner. D'accord. Voilà. Alors Monsieur Malik Aïva, c'était un réel plaisir de vous avoir reçu. Merci d'être passé dans notre émission. Merci d'avoir bien voulu partager toute cette expérience avec nous. Merci. Vous n'allez pas déroger à la règle. Vous allez également passer à la phase de questions surprises. Allons-y. D'accord. Tradition. Je pense aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, beaucoup de gens commencent à comprendre qu'il faut retourner aux sources. Même en Occident, ils sont en train de le comprendre. Il faut retourner aux sources. C'est très important. Il faut retourner aux sources. Je suis pour la tradition. Leadership. Le leader, il est le point de départ. Mais son job, c'est d'amener les gens à suivre le mouvement. Son job n'est pas de faire, mais son job est de créer l'impulsion, la motivation et d'amener tous les autres à s'engager vers la direction qu'ensemble ils auraient choisie. Femme soumise, c'est très important. C'est vrai qu'avec la modernité, on ne s'entend plus sur ces débats-là, mais femme soumise. Maintenant, femme soumise ne veut pas dire femme esclave. Attention, femme soumise ne veut pas dire femme esclave. Femme soumise pour nous, c'est femme vertueuse, qui respecte son mari. Pouvoir. L'argent n'est pas une finalité. Vous pouvez avoir même l'argent, ne pas avoir de pouvoir. Pouvoir dans le sens d'influenceur, mais positif. Afrique, le berceau de l'humanité. Là, c'était Malik Aïva dans Question Surprise. Chers amis, nous voilà arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous saurez mettre en application toutes les astuces qui nous ont été données aujourd'hui. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, faites-le, c'est le moment. Cliquez sur le bouton rouge qui s'affiche au bas de votre écran. Activez également toutes les cloches de notification, mais également suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et Instagram. Quant à moi, je vous dis